Il est 19h, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Al24 News. Voici les principaux titres de votre journal. 215e jour de génocide sioniste à Gaza, les yeux du monde entier rivés sur Rafah. Alors que les exactions sionistes se poursuivent, la barre des 35 000 martyrs sera bientôt franchie. Et en parlant de génocide et d'exaction, la Terre n'a pas fini de livrer tous ses secrets sur les massacres à Gaza. Un 7e charnier a été découvert à l'hôpital Shifa, alors que le Conseil de sécurité se réunissait hier pour trancher la question. En Algérie, commémoration de la journée de la mémoire du 8 mai 1945, l'histoire du peuple algérien plus que jamais ancrée dans l'esprit du sacrifice national. Et enfin, dans le sillage de la réunion tripartite entre l'Algérie, la Libye et la Tunisie, Alger et Tunis accordent leur violon dans le secteur des douanes. Madame, Monsieur, bonsoir. 215e jour de génocide sioniste à Gaza. Le bilan global des martyrs est tout proche d'atteindre la barre des 35 000 martyrs. À l'heure où je vous parle, le long des nombres, très exactement, 34 844 martyrs et 78 404 blessés, en grande majorité des enfants et des femmes. Selon la dernière mise à jour du ministère de la Santé à Gaza, l'armée d'occupation sioniste a commis 7 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Gaza, faisant un bilan de 55 martyrs et pas moins de 200 blessés. Et cette escalade meurtrière sioniste se concentre désormais sur la ville de Rafah. Au cours des dernières 24 heures, 35 Palestiniens sont tombés en martyrs et 129 autres ont été blessés dans principalement les régions de la tour de Qishta, El Junaina, ainsi qu'au niveau des zones ouest et centre de la ville frontalière avec l'Égypte. À noter que l'aile militaire du mouvement de résistance palestinien Hamas a déclaré mercredi que ses combattants étaient engagés dans de violents combats contre les forces d'occupation sionistes à Rafah. Nous étions assis là, normalement, dans une zone qui se situe en dehors de la zone d'opération israélienne qu'ils avaient déclarée. Nous sommes dans une zone sûre, selon la carte même de l'armée, une zone sans opération. Nous étions assis quand soudain l'explosion s'est produite. La maison de notre voisin avait disparu et notre maison a été entièrement endommagée à l'intérieur. Dans la maison, il n'y a que des civils. Dans toute la zone, il n'y a que des civils, il n'y a pas de militants. Nous étions juste assis là. Des femmes sont mortes. Ceux qui ont été blessés étaient tous des enfants. Et c'est ce qui s'est passé. Que Dieu apaise ces ténèbres. Dieu nous suffit, que Dieu se venge d'eux, que Dieu nous rende victorieux contre eux, que Dieu leur donne un avant-goût de la douleur que nous ressentons pour mon fils, que Dieu fasse brûler leur cœur pour leurs proches, que Dieu nous suffise, que Dieu les disperse tous comme ils nous ont dispersés, qu'ils goûtent la douleur que nous avons goûtée, nous sommes victorieux contre eux. Dieu nous suffit et il est le meilleur pour gérer nos affaires. À l'est de Khan Younes, 2 femmes sont tombées en martyrs et plusieurs autres Palestiniens ont été blessés lors d'un bombardement d'artillerie de l'occupant sioniste ayant visé la ville de Khouza'a.
L'artillerie et les hélicoptères de l'occupant sioniste ont également ciblé la zone est du quartier des Zaytoun, au sud-est de la ville de Gaza et la zone dite d'El Mougharaka, au centre de la bande de Gaza toujours. Et c'est l'une des informations principales du jour. Le chapitre des charniers de Gaza est loin d'être terminé. C'est ce qu'indique en effet la dernière découverte annoncée ce mercredi par le ministère de la Santé. Les équipes médicales à Gaza ont découvert un troisième charnier à l'hôpital Shifa, avançant pour l'heure le chiffre de 49 corps exhumés au moins, selon un communiqué du service de presse du gouvernement dans l'enclave palestinienne. La même source a expliqué en fait qu'un charnier a été découvert à l'hôpital Kamal Adwan, 3 dans le complexe médical Shifa, 3 autres dans le complexe médical Al-Nasr à Khan Younes, soulignant qu'à ce jour, les équipes médicales ont exhumé un total d'au moins 520 martyrs dans 7 fosses communes. Et c'est justement dans ce contexte qu'à la demande de l'Algérie, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu hier soir une réunion de consultation à huis clos consacrée aux charniers découverts dans la bande de Gaza. Cette réunion marquée par 2 briefings présentés par la rapporteuse onusienne concernant les territoires palestiniens occupés Francesca Albanese et par le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme Volker Turk a été l'occasion d'évoquer de façon exhaustive les flagrantes violations de l'occupant israélien. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Ammar Benjama, a indiqué lors de cette réunion que l'agression sioniste contre la bande de Gaza franchit toutes les lignes et transgressé toutes les règles. Benjama a mis en avant 3 principaux points en insistant sur la nécessité d'ouvrir une enquête indépendante pour déterminer les responsabilités. A-t-il rappelé l'importance pour les autorités d'occupation de coopérer conformément à la décision de la Cour internationale de justice rendue le 26 janvier 2024 et de garantir la conservation des preuves tout en soutenant la déclaration du secrétaire général des Nations Unies sur l'impératif de permettre aux enquêteurs internationaux indépendants et expérimentés en médecine légale d'accéder immédiatement au site de ces fosses communes afin de déterminer les circonstances exactes dans lesquelles les Palestiniens ont perdu la vie et ont été enterrés ou réenterrés. Fin de citation. Et alors que les contours d'une invasion terrestre à Rafah se dessinent jour après jour, des milliers de réfugiés palestiniens pris au piège s'interrogent sur leur sort alors qu'il n'existe plus aucun endroit sécurisé à Gaza. Souila Kilal. Les voici une énième fois obligés de plier bagages et partir, mais pour aller où? Rafah n'est plus un endroit sûr pour eux, comme le reste de Gaza d'ailleurs. La menace sioniste est partout et les bombes ne sont jamais bien loin. Les Gazaouis n'auraient jamais pensé qu'un jour viendrait où ils seraient étrangers sur leur propre terre. Dans leur pire cauchemar, ils n'auraient imaginé être traqués de la sorte et devoir se déplacer d'un endroit à l'autre de l'enclave pour espérer avoir la vie sauve. Nous sommes à Rafah depuis environ 4 mois. Ce que nous avons enduré est sans précédent. Nous sommes sortis des décombres. Notre maison a été détruite à Al-Bouraïj. Et maintenant, mes enfants et moi sommes dans la rue. Il n'y a pas d'endroit sûr et nous n'avons nulle part où aller. Ils nous ont dit d'aller dans le quartier d'El Mawassi à Khan Younes. Nous ne savons vraiment pas dans quelle direction aller. C'est la 2e fois que je me déplace. J'étais à Dir el-Balah. Notre maison a été bombardée. Ma petite fille a été tuée. Je suis venue ensuite à Rafah. Alors que beaucoup d'entre eux n'ont eu le choix que de partir en catastrophe pour fuir la violence sioniste, à bout de force, d'autres ont cédé à la fatalité, préférant rester sur place à Rafah, malgré la menace d'une mort imminente. Nous ne nous déplacerons pas, ne nous bougerons pas, même si l'armée israélienne arrive ici. Il n'y a pas d'endroit sûr où aller. Il y a des bombardements partout, dans le nord, à Khan Younes et à Rafah aussi. Alors, où pouvons-nous aller ? Les habitants de Rafah qui ont pu atteindre le camp d'El Mawassi, un peu plus au nord, se heurtent aux conditions difficiles, à la précarité la plus absolue et au manque de commodités les plus élémentaires. Pas de tente pour s'abriter, pas d'eau ni de nourriture.
Nous avons reçu comme une menace un ordre d'évacuer les lieux. Nous sommes partis même si nous ne voulions pas quitter nos maisons. C'est une humiliation. Nous sommes en train d'installer une tente pour près de 70 personnes. Ils nous ont menacés en lançant des tracts. Il n'y a ni toilette, ni eau courante, ni rien d'autre. Nous voulons juste nous abriter. Depuis 7 mois maintenant, les habitants de Gaza sont confrontés aux pires atrocités qu'un être humain peut supporter. Israël s'octroie le droit de disposer des terres palestiniennes comme bon lui semble et faire des Palestiniens des cobayes. Des Palestiniens que l'entité sioniste martyrise et ballotte d'un endroit à un autre selon ses envies. Jusqu'à quand? Le génocide de Gaza semble s'être transformé en une histoire d'horreur sans fin. Allez, enchaînons à présent sur ces images chocs qui nous parviennent de l'hôpital Abou Youssef al-Najjar, l'un des principaux centres médicaux de Rafah, entièrement vide. Il a été contraint d'évacuer tous ses patients, son personnel médical, ainsi que les civils déplacés en raison de l'avancée des forces d'occupation sionistes à Rafah. Alors que cette invasion terrestre de l'armée d'occupation sioniste se précise, la Maison-Blanche réagit au flot d'informations qui parvient de Rafah en nuançant ses propos sur la gravité de telles manœuvres militaires. Washington hésite à condamner sans ambiguïté une opération que le monde entier juge comme étant catastrophique. Naïla Hamouda. Attachée à son entreprise génocidaire à Gaza, l'armée sioniste reste opposée à tout cessez-le-feu. L'armée d'occupation continue de mener des frappes contre la ville surpeuplée de Rafah, menacée d'une offensive terrestre majeure. Washington a indiqué qu'elle ne soutenait pas une offensive craignant un bain de sang parmi les civils, oubliant que depuis 7 mois, près de 35 000 civils ont été massacrés sous les yeux du monde avec l'aval de la Maison-Blanche. Nous ne voulons pas qu'une opération d'envergure se déroule à Rafah. Nous voulons voir un projet global sur la manière dont Israël envisage de protéger les plus d'1,5 million de civils qui cherchent actuellement refuge à Rafah. La fermeture des checkpoints de Rafah et de Karam Abou Salem a des conséquences dévastatrices sur la population civile. Gaza fait déjà face à une crise humanitaire majeure avec des pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments. Les États-Unis réclament la réouverture des points de passage. La fermeture de Karam Abou Salem et de Rafah a fait reculer l'acheminement de l'aide humanitaire. Dans une certaine mesure, la réponse à cette question dépend de la suite des événements et de savoir s'ils seront rapidement rouverts. L'une des choses sur lesquelles nous avons été très clairs, c'est que les points de passage fermés doivent réouvrir. Il est inacceptable qu'ils soient fermés. Vous nous avez entendu dire à maintes reprises que nous devions augmenter l'aide humanitaire. C'est pourquoi l'accord sur les otages est si important. Il conduirait à un cessez-le-feu. Il permettrait de s'assurer que les otages, y compris les otages américains, rentrent chez eux et d'acheminer davantage d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. La semaine dernière, les États-Unis ont suspendu la livraison d'une cargaison de bombes vers Israël, une première. Le plus proche allié de l'entité sioniste est son premier fournisseur en armement. Isolé sur la scène et au sein des instances internationales depuis le début du génocide sioniste, Washington tente de sauver la face et feindre vouloir apaiser les tensions. Une posture contraire à toutes les positions prises jusque-là, ayant permis à l'entité sioniste de disposer d'un permis de massacrer en toute impunité. Les réactions internationales au sujet de ce qui se passe à Rafah s'enchaînent. L'Union africaine, par la voix du président de la Commission, Moussa Faki Mahamat, a exprimé aujourd'hui sa profonde préoccupation face à l'agression brutale et continue de l'occupation sioniste à Gaza, condamnant l'attaque contre le point de passage de Rafah. Et puis même de son de cloche pour la Russie, le ministère des Affaires étrangères demande le strict respect du droit international humanitaire au cours de l'opération militaire sioniste à Rafah, la qualifiant de facteur déstabilisateur pour l'ensemble de la région.
Un autre facteur déstabilisateur, y compris pour l'ensemble de la région, a été le début de l'opération militaire terrestre israélienne à Rafah, dans le sud de Gaza. Il y a environ 1,5 million de civils palestiniens. À cet égard, nous exigeons le strict respect des dispositions du droit international humanitaire. Le mouvement Hamas a lui aussi réagi au dernier développement à Rafah en déclarant qu'il n'y aura aucun accord de cessez-le-feu si l'agression sioniste sur Gaza se poursuit. Le Hamas appelle les Nations Unies et la communauté internationale à faire pression sur l'occupation pour mettre un terme à cette escalade qui menace la vie de centaines de milliers de civils et de déplacés à Rafah. Si l'agression continue, il n'y aura pas de cessez-le-feu parce que ce sont les Israéliens qui attaquent et qui tirent. Il est normal que la résistance réponde à cette agression, réponde par la défense et réponde afin de vaincre l'occupation. Et le mouvement de contestation pro-palestinien qui gagne l'université européenne n'est pas sans conséquence sur les étudiants. La répression continue en France et notamment au niveau de la Sorbonne. Des manifestants ont été évacués manu militari par les forces de l'ordre. Allez, ouvrons à présent la page de l'actualité nationale avec l'activité présidentielle. Le chef de l'État algérien Abdelmajid Tebboune, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a visité ce mercredi, selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, le siège du ministère de la Défense nationale. Plus tôt dans la journée, le président algérien Abdelmajid Tebboune a reçu le président de l'Assemblée nationale de la République du Congo, Isidore Mvouba, qui lui a remis un message du président congolais. L'audience s'est déroulée en présence du président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Mourali, et du directeur du cabinet à la présidence de la République algérienne, Boualam Boualam. Il y a une convergence de vues entre les présidents algériens et congolais. Et en ce qui concerne la coopération parlementaire, le président nous a félicité d'avoir abouti à la signature d'une convention cadre, comme il a exprimé son souhait de voir la coopération entre les deux chambres parlementaires atteindre un niveau supérieur et ce, dans les plus brefs délais. Le président Sassou Nguesso espère pouvoir relancer certains dossiers lors de la réunion de la commission mixte. Le ministère des Affaires étrangères algérien a célébré ce mercredi la journée nationale de la mémoire, commémorant les massacres du 8 mai 1945 en Algérie. La cérémonie a été présidée par le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Une gerbe de fleurs a été déposée devant le mémorial commémorant les martyrs de la guerre de libération nationale. Et en ce 8 mai 2024, l'Algérie commémore donc la journée nationale de la mémoire. Elle vient marquer d'une pierre noire 79 ans depuis que la France coloniale a écrit l'une des pages les plus sombres de l'histoire de l'humanité. Face à ces Algériens emportés par un vent de liberté et manifestant pacifiquement pour exiger leur indépendance, l'armée coloniale répond par la force et assassine froidement 45 000 patriotes. Imad Merad.
8 mai 45, une date, une histoire, une mémoire. Les Algériens commémorent la journée de la mémoire, rendant hommage aux victimes des massacres perpétrés par la France coloniale, qui, à travers des manifestations ayant marqué l'histoire, revendiquaient un certain 8 mai 45 leur indépendance. Face à une répression meurtrière, d'une violence sans précédent, plus de 45 000 Algériens sont tombés en martyrs, notamment à Sétif, Guelma, Kharrata et d'autres villes d'Algérie. La pléthore des massacres a dépassé les frontières de l'Algérie en embrasant la métropole française ainsi que l'outre-mer. Ce drame avait estampillé l'esprit des Algériens d'un nationalisme inouï. C'est à cette date-là que le mouvement de libération nationale prit forme, un tournant historique dans la guerre de libération algérienne. Le président Abdelmadjid Tebboune a d'ailleurs salué le courage indomptable du peuple algérien lors de ces épreuves, évoquant les exploits héroïques à Sétif, Guelma, Kharrata et Ain Timouchent, mettant en lumière la résilience face à l'oppression coloniale. Le chef de l'État a condamné les crimes contre l'humanité commis par le colonisateur, soulignant l'ampleur des sacrifices consentis par le peuple algérien. L'intérêt de l'État pour la question de la mémoire repose sur l'appréciation de la responsabilité nationale dans la préservation du legs glorieux des générations et découle de la fierté de la nation de son passé honorable, mais aussi des immenses sacrifices du peuple dans l'histoire ancienne et moderne de l'Algérie, en vue de repousser les convoitises et barrer la route aux ennemis qui n'ont eu de cesse de tenter d'avoir raison de son unité et de sa force. Leur filiation continue, à ce jour, de cibler notre pays. Le dossier de la mémoire est inaliénable et imprescriptible et ne peut faire l'objet de concessions ou de marchandage. Il restera au centre de nos préoccupations jusqu'à ce qu'il jouisse d'un traitement objectif, audacieux, qui rende justice à la vérité historique. Tout en soulignant notre orientation vers l'avenir dans un climat de confiance, je considère que la crédibilité et le sérieux sont une revendication fondamentale en vue de parachever les mesures et les démarches inhérentes à ce dossier sensible et délicat et à ce qu'il représente pour le peuple algérien, fier de son long parcours militant national et de sa lutte armée amère et fidèle au Chouhada et au message de novembre. Algérien. Un seul héros, le peuple. Les massacres du 8 mai 45 resteront gravés dans la mémoire collective du peuple algérien, une date qui marquera à tout jamais le tournant de l'histoire du pays, face aux mensonges éhontés d'une France coloniale qui, pour embrigader les vaillants Algériens aux côtés de tirailleurs africains aux premières lignes d'une guerre de tranchées face au projet de l'Allemagne nazie, leur avait promis une indépendance qu'ils avaient décidé d'arracher eux-mêmes au prix du sang d'1,5 million de martyrs au terme d'une révolution qui a forcé l'admiration du monde entier. Les travaux de la commission mixte de coopération douanière algéro-tunisienne dans le reste de l'actualité, elles ont été sanctionnées par la signature ce mercredi à Alger d'un procès-verbal qui vise à renforcer la coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines douaniers. Allez, pour clore ce journal, du nouveau dans l'affaire des menaces envers le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan. 12 sénateurs américains ont signé une lettre qui lui a été adressée, le menaçant, lui et sa famille, de représailles. Safwan Ben Sabri. Attaquez Israël et nous vous attaquerons, vous avez été prévenus. C'est avec ces mots que se sont adressés au procureur de la Cour pénale internationale 12 sénateurs américains du camp républicain. Des menaces posées noir sur blanc dans une lettre adressée à Karim Khan par la douzaine de députés conservateurs américains notoirement sionistes. La Cour pénale internationale pourrait émettre des mandats d'arrêt ciblant des hauts responsables israéliens, notamment Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d'état-major de l'armée sioniste Herzl Halevi. La lettre, envoyée le 24 avril et rendue publique récemment par un média américain, fait état de menaces directes envers le procureur et sa famille. Si vous prenez les mesures indiquées, alors nous prendrons de notre côté des initiatives qui viendront supprimer toute idée de soutien américain à la CPI. Nous sanctionnerons vos employés et vos associés et nous vous interdirons du sol américain, vous et vos familles. Début mai,
Le procureur de la Cour pénale internationale avait mis en garde les individus le menaçant, lui et la CPI, affirmant que de telles actions pourraient constituer une entrave à la justice. Dans une réponse cinglante, il avait exigé l'arrêt immédiat des intimidations et de trafic d'influence par la contrainte ou par la persuasion. Sur les 12 sénateurs américains, tous ont bénéficié de généreux dons en provenance de lobbies pro-israéliens allant de $159 000 à près de $2 millions, des sommes permettant d'acheter le soutien des sénateurs américains, un phénomène qui pose la question des conflits d'intérêts au sein de la classe dirigeante américaine. Des lobbies tels que les PAC ont une influence non négligeable sur la politique étrangère des États-Unis. L'organisation se vante par ailleurs d'avoir fait gagner 48 candidats soutenus par l'organisation, sur les 48 s'étant présentés. C'est la fin de ce journal. Ne manquez pas la deuxième partie de l'émission spéciale consacrée à la journée de la mémoire, présentée par Leïla Guertal. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.